Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un mécanisme essentiel de l'économie mondiale, les fusions et acquisitions, ce qu'on appelle plus simplement les FNA. Alors, quand on regarde l'histoire des FNA, on voit tout de suite que ce n'est pas une progression linéaire. Non, ça fonctionne par vagues. Chaque époque a eu la sienne avec ses propres caractéristiques, depuis la création des grands trusts au début du XXe siècle jusqu'à la course à la tech et aux données qu'on a connues récemment. Ce qu'on va faire maintenant, c'est d'abord comprendre le moteur de ces vagues, puis on va décoder les stratégies actuelles et enfin, on verra comment ça se passe très concrètement sur le terrain. Ok, la question qu'on peut se poser, c'est d'où viennent ces vagues? Qu'est-ce qui les déclenche et qu'est-ce qui les arrête? En fait, c'est un mélange assez simple de conditions favorables et de chocs brutaux. Pour qu'une vague de FNA déferle, il faut en général la réunion de 4 éléments. C'est un peu la tempête parfaite. D'abord, du capital pas cher. Quand les taux d'intérêt sont bas, emprunter pour acheter une autre boîte, ça coûte presque rien. Ensuite, il faut que le crédit soit facile d'accès, que les banques soient prêtes à financer. Troisième ingrédient, une réglementation assez souple qui ne met pas trop de bâtons dans les roues des grosses opérations. Et enfin, le détonateur, c'est souvent une innovation technologique majeure. Et le plus fascinant, c'est que lorsque ces 4 conditions sont réunies, eh bien la fenêtre de tir s'ouvre en grand pour les entreprises. Mais voilà, ces vagues ne s'éteignent pas doucement. Elles se fracassent, elles heurtent un mur. Et ce mur, c'est ce qu'on appelle un choc systémique. Ça peut être une crise financière comme en 2008, une pandémie, ou tout simplement une remontée brutale des taux d'intérêt. D'un coup, tout s'arrête. Et ça illustre vraiment la nature cyclique et parfois violente de ce marché. Cette phrase résume tout parfaitement. Pour un dirigeant d'entreprise, c'est comme être un capitaine en haute mer. Il faut sans cesse lire les cartes économiques, surveiller la météo financière pour savoir quand il est temps de déployer les voiles pour aller vite et quand il est urgent de rentrer au port pour se mettre à l'abri. Bon, ça c'était le mécanisme général. Mais aujourd'hui, concrètement, où en est-on? Quelle est la tendance du moment? Le marché actuel est vraiment intéressant parce qu'il est défini par un paradoxe. Regardez bien ces chiffres. Le nombre total d'opérations a fortement baissé, on passe de 30 à 18. Moins de deals donc. Mais, et c'est là que c'est fou, la valeur totale de ces deals, elle, a presque doublé. Autrement dit, on fait moins d'opérations, mais des opérations beaucoup plus grosses. La qualité prime sur la quantité. Pour se rendre compte, la taille moyenne d'une transaction a plus que doublé. On n'est plus dans les petites acquisitions tactiques pour ajuster un portefeuille. Non, là, on parle de grandes manœuvres stratégiques, de deals qui peuvent redessiner complètement un secteur. Le message des dirigeants est clair. Dans un monde incertain, mieux vaut un seul coup d'éclat bien réfléchi que de s'éparpiller. Alors pourquoi ce changement? Il y a 3 raisons principales. D'abord, la consolidation. Des concurrents fusionnent pour devenir plus forts et mieux résister. Ensuite, il y a les cessions stratégiques, ce qu'on appelle les carve-out. En gros, les grands groupes vendent les activités qui ne sont pas au cœur de leur métier pour se recentrer. Et enfin, les investisseurs financiers, les fonds de private equity, sont devenus bien plus sélectifs. Ils ne mettent leur argent que sur les dossiers les plus solides. Et ça nous amène au nouveau manuel de stratégie en FNA. Première règle, on se concentre sur les synergies de coûts. C'est plus sûr de viser des économies prévisibles en fusionnant 2 services achats que de parier sur une hypothétique croissance des revenus. Deuxième règle, on gère activement son portefeuille. On vend ce qui n'est pas stratégique pour financer ce qu'il est. Et enfin, troisième règle, on fait des acquisitions technologiques très ciblées. Pourquoi? Parce qu'il est souvent plus rapide et moins risqué d'acheter une start-up qui maîtrise déjà l'IA ou la cybersécurité que d'essayer de tout développer en interne. Ok, on a vu la théorie et la tendance globale. Maintenant, on va zoomer sur un marché concret pour voir comment tout ça prend vie, le continent africain. En Afrique, l'activité est très concentrée sur 4 piliers, qui sont en fait les fondations du développement du continent. On a les télécoms et les infrastructures, pour connecter, les services financiers et la fintech, pour l'inclusion bancaire, l'énergie, pour alimenter la croissance économique, et la santé, pour répondre aux besoins de base. Chaque opération dans ces secteurs a un impact direct et très concret sur l'économie réelle. Un excellent indicateur de la maturité d'un marché, c'est de regarder comment les investisseurs s'en vont, comment ils récupèrent leur argent. C'est ce qu'on appelle la sortie. La méthode la plus classique, on voit bien, c'est la vente à un industriel. Un fonds vend sa participation à un grand groupe du secteur. Mais ce qui est très intéressant, c'est la montée du rachat secondaire, quand un fonds d'investissement vend à un autre fonds. C'est un super signal, ça veut dire que l'écosystème est devenu assez dense et liquide. Et c'est là qu'on voit se dessiner un véritable cercle vertueux. Pensez-y, une sortie réussie, c'est une belle histoire à raconter. Cette belle histoire rassure et attire de nouveaux investisseurs internationaux. Avec plus d'argent, on finance plus de projets qui à leur tour deviendront de belles sorties. Et la boucle est bouclée. C'est ça le véritable moteur de la dynamique du marché. Allez, on zoome un cran de plus. Après la planète, puis le continent, direction le Maroc, qui est une véritable plaque tournante pour les opérations financières en Afrique. Le marché marocain est un cas d'école de marché bien structuré. Ce tableau le résume bien, on y trouve une grande variété d'opérations. Mais le point le plus important, c'est la colonne du milieu, les régulateurs.
Le fait d'avoir des gendarmes du marché forts, comme l'autorité de la concurrence ou la MMC, ça crée un cadre de confiance. Ça veut dire qu'il y a des règles du jeu claires et qu'elles sont appliquées. Et cette clarté, combinée à des secteurs très dynamiques, eh bien, ça en fait un pôle d'attraction majeur pour les capitaux. Voilà, pour conclure, on a vu que les FNA sont bien plus qu'une simple ligne dans un tableur Excel. C'est une force cyclique, puissante, qui façonne des pans entiers de notre économie. On a traversé 7 vagues historiques. La grande question maintenant, celle qui est sur toutes les lèvres, c'est à quoi ressemblera la 8e vague ? Avec la technologie qui accélère tout, est-ce qu'on ne doit pas assister à des vagues plus courtes, plus intenses et peut-être entièrement tournées vers un seul objectif, la bataille pour la suprématie numérique ?